Bonjour, notre jour aujourd'hui est consacré pour le mouvement baroque dans la littérature française. Ce mouvement, comme vous voyez, vient de l'adjectif baroque, 1531. C'est un emprunt au portugais barroco. L'origine de ce mot, c'est le mot portugais barroco, qui signifie en termes de joaillerie, signifiant paire de formes irrégulières. Une forme irrégulière, une forme qui n'a pas de forme fixe. Le baroque, c'est un style artistique européen. Donc, le début de ce mouvement, c'était européen. Et bien sûr, d'abord constaté dans le Beaux-Arts. La première application de ce mot baroque était constatée dans le Beaux-Arts, à ce mouvement a succédé le classicisme de la Renaissance. Ce qu'il y a, c'est pas de contradiction, mais ce qui distingue ce mouvement de la Renaissance ou du classicisme de la Renaissance, c'est que ce mouvement valorise l'imagination, la fantaisie, l'invention et la recherche de contrastes. Ces thèmes, l'imagination, la fantaisie, l'invention et la recherche de contrastes, ont eu une place considérable et efficace dans le mouvement baroque. Et c'est ça ce qui a fait la particularité de ce mouvement. Son but était bien sûr d'éblouir et de provoquer la surprise par l'abondance. Donc laisser tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est normal. Choquer, si on peut dire. Si on cherche un synonyme pour ce mouvement, c'est pour choquer. Et, bon, provoquer la surprise signifie tout d'abord, bien sûr, choquer ou casser tout ce qui est normal par l'abondance des moyens esthétiques mis en œuvre. Donc il faut l'abondance, la multiplication des moyens esthétiques mis en œuvre. Il est parfois qualifié d'art de la contre-réforme. Le baroque donc qualifie les œuvres comprises entre la Renaissance et le classicisme entre 1570 et 1650. C'est ça la période qui a connu l'essor du mouvement baroque. Nous venons maintenant à une personne très importante. On pourrait considérer ce mouvement comme un premier théoricien du mouvement baroque. C'est Heinrich Wolfgang. Cette personne, il était le premier qui propose de définir le style baroque de façon positive. Donc, nous avons déjà vu que ce mouvement avait comme une définition, c'est de la forme irrégulière. Et bien sûr, le mot ou l'expression d'une forme irrégulière pourrait avoir une signification négative. Donc ici, cette personne a essayé de présenter une définition, une signification positive pour ce mouvement. C'était dans son livre Renaissance and Baroque, 1888. Il distingue trois principales caractéristiques: les effets du pittoresque, les effets de masse, abondance bien sûr, et les effets de mouvement. Donc, il a distingué trois principales caractéristiques de ce mouvement. À partir de ces trois caractéristiques de ce mouvement, il a proposé une définition. Cette définition trouve sa base dans 5 critères distinctifs. Ces critères, premier point, le passage du linéaire au pictural. Et deuxième, le passage d'une présentation par plan à une présentation par profondeur. Troisième, le passage de la forme fermée à la forme ouverte. Le passage de la pluralité à l'unité. Le passage de la clarté absolue à la clarté relative. Donc, à partir de ces 5 critères, cette personne, Heinrich Wolfgang, il a présenté une nouvelle définition
pour le mouvement baroque dans son livre, bien sûr, de 1888, Renaissance en baroque. Nous venons maintenant pour un thème important qui concerne ce mouvement toujours. Ce thème concerne la signification du mouvement baroque comme une façon de voir la vie. Bien sûr, ce mouvement était, comme c'est le cas d'autres mouvements, il y a plusieurs buts pour la création de chaque mouvement. Et parmi ces buts, pour le mouvement baroque, on pourrait voir une idée principale qui concerne ce mouvement, c'est une façon de voir la vie. Bien sûr, une façon autre que le mouvement qui ont précédé ce mouvement. Donc, parmi les contextes et les enjeux de ce mouvement, on pouvait voir dans ce mouvement, comme nous avons déjà dit, une façon de voir la vie et de la représenter. Donc, reproduire. C'est pas seulement voir, mais reproduire ou représenter la vie. Avec bien sûr de nouvelles idées, de nouvelles formes, et toujours, comme nous avons déjà dit, de casser tout ce qui est traditionnel dans les arts ou dans le domaine littéraire ou les autres domaines aussi. La littérature baroque cherche à saisir l'homme de son temps, qui se veut un être d'excès et de métamorphose. Dans l'Europe du dernier quart du XVIe siècle, c'est ça l'important parce que si on remarque, chaque mouvement ou chaque courant littéraire vient toujours avec des circonstances différentes de l'autre ou des autres mouvements. C'est toujours, il y a des circonstances qui causent la création ou la naissance d'un mouvement. Et ici, si on passe pour le XVIe siècle, il y avait beaucoup de problèmes. Bien sûr, on passe avec les guerres religieuses, les guerres dans plusieurs pays d'Europe. Et ici, dans l'Europe, surtout le dernier quart du XVIe siècle, c'était très bouleversé par les guerres religieuses. Donc l'apparition de mentalités nouvelles font une esthétique qui, tout en continuant à se réclamer d'une tradition antique, engendre des formes et des styles nouveaux destinés à impressionner la sensibilité du lecteur ou de l'auditeur. Donc, on pourrait considérer ce mouvement comme une réaction contre les circonstances de vie en Europe du XVIe siècle. Ici, nous avons choisi un poème de Marc-Antoine Girard de Saint-Amand. C'était un poète qui appartient au mouvement baroque. Bien sûr, il appartient aussi à d'autres mouvements, mais ce mouvement a été remarqué par la présence de ce poète important, Saint-Amand. Son poème, Le Fumeur. Donc, avec ce poème, ou ce sonnet, assis sur un fagot, une pipe à la main, ce sonnet de 4 strophes, nous voyons que avec la première strophe, assis sur un fagot, une pipe à la main, tristement accoudé contre une cheminée, les yeux fixés vers terre et l'âme mutinée, je songe aux cruautés de mon sort inhumain. Avec la première strophe, nous comprenons la présence du poète, avec surtout bien sûr la présence de première personne singulière, le je, qui affirme la présence du poète. Donc le poète, c'est un narrateur, c'est un personnage, on peut le considérer aussi. Et il y a une attitude, surtout assis, accoudé, atmosphère, cheminée, froid, nous donne des signes, le poète ici, avec son poème. C'est le froid avec la cheminée, puisqu'on utilise la cheminée. Les yeux fixes vers terre, toujours avec. Ça pourrait donner des signes de déception à travers ce poème. Une ambiguïté, bien sûr, un désespoir. On peut dire avec l'âme mutinée, il y a l'esprit rêve. Pour
la troisième strophe, la quatrième strophe. Mais à peine cette herbe est-elle mise en cendre, comme mon premier état, il me convient descendre et passer mes nuits à redire souvent. Non, je ne trouve point beaucoup de différence de prendre du tabac à vivre d'espérance, car l'un n'est que fumée et l'autre n'est que vent. Ici, nous avons comme une opposition des antithèses. Il y a la fugacité du temps, la fuite de temps qui va, puisque le temps de prendre ou de fumer, mise en cendre, quand on me prend bien retard, il me convient de descendre et passer mes nuits à redire souvent. C'est comme l'idée qui était déjà proclamée dans la deuxième strophe, avec l'espoir qui essaie de prendre ou de gagner du temps. Ici, le poète explique son état. Il dit à la dernière strophe, non, je ne trouve pas beaucoup de différence de prendre du tabac à vivre d'espérance, car l'un n'a que fumer et l'autre n'a que vent. Donc il n'y a pas toujours euh, d'espoir. C'est toujours le désespoir qui règne l'esprit de ce poète. Et l'espoir l'a quitté n'est que vent. Mais à la fin, la dernière idée, dans le dernier vers de la dernière strophe, l'autre n'est que vent. Ici, c'est l'espoir qui n'est que vent, comme la fumée. Nous venons maintenant pour un autre poème de poète Chassigné. Ce poème mélancolique qui représente un exemple de poésie baroque et apologétique. La poésie apologétique, c'est la poésie qui prend toujours la partie de la religion. Dans ce poème, nous voyons les idées noires, les idées mélancoliques qui règnent, qui dominent l'esprit du poète. Mortel pense qu'elle est dessus la couverture d'un charnier mortuaire, d'un encore mangé de verre, décharné, d'énervé, où les os découverts, dépeuplés, dépulpés, dénoués, délaissent leur jointure. Ici l'une des mains tombe de nourriture, les yeux d'autre côté détournés à l'envers, se distillent angulaires et les muscles divers servent vers goulous d'ordinaire pâture. Donc, avec l'idée de la première et la deuxième strophe, nous remarquons l'idée très mélancolique du poète. Bien sûr, mortel, déjà, il parle avec les gens. C'est une invitation à méditer. Ce poème, donc, c'est destiné aux mortels. Il faut imaginer ce qu'on ne voit pas. Il faut regarder ou imaginer ce que vous ne voyez pas. Dans charnier mortuaire ou charnier, c'est le lieu où l'on déposait les ossements des morts. Donc, où il y a les ossements des morts dans ce lieu. Dans une description très misérable, affreuse, il décrit l'état du corps qui, après la mort, décharné, d'énervé, les os découverts, dépulpés, dénoués. Donc, tout ce qu'il y a dans ce poème affirme ou confirme l'idée mélancolique du poète. Ici, l'une des mains tombe de pourriture, bien sûr, après, avec le temps, le corps perd sa compétence d'être bien fixe et solide, parce que ce n'est que cadavre. Pour ce corps ou ce cadavre ne sera ou ne servira qu'au ver. Donc les vers qui dévoreront ce corps pour l'idée qui a été représentée par le poète dans ce poème. Pour la troisième ou la quatrième vers aussi, le ventre déchiré, cornant de
pointeur, toujours une description pour le corps humain, le corps de la personne morte, bien sûr. Le ventre déchiré coronant du pointeur infecte l'air voisin de mauvaise senteur et le nez mi-rongé difforme du visage. Puis, connaissant l'état de ta fragilité, fondant en Dieu seulement, estime en vanité tout ce qui ne te rend plus savant et plus sage. Une autre idée, c'est une continuité en fait de la description. Toujours il y a l'odeur, le mauvais odeur de cadavre ou des cadavres infecte, cette odeur infecte l'air voisin. Il y a mauvaise odeur à cause des cadavres. Il y a le nez mi-rongé, bien sûr, c'est normal avec le temps, comme nous avons déjà dit. Le corps perd sa capacité d'être en bonne forme et commence à perdre tous ces moments. Pour la quatrième strophe, puis connaissant, c'est ça l'idée principale du poète. Il dit que l'homme est fragile. Il faut connaître, il faut connaître l'état de la fragilité. Et il faut retourner à Dieu, ou en Dieu seulement. Parce que avec lui, tout ce qui nous rend plus savant, plus sage. Donc ici, il vise à persuader le lecteur de se retourner vers Dieu. C'est ça l'idée de la dernière strophe. Il faut retourner ou se retourner vers Dieu.